2, 3, fight! You win! Bonjour à tous. Je vais vous parler de Consul et comment vous allez pouvoir rendre vos infrastructures élastiques. Je m'appelle Nicolas Ledez, je travaille chez Génie Mobile et vous pouvez me suivre sur @ledez. Donc je vais commencer par me présenter, Nicolas Ledez. Dans la vie, j'aime bien bidouiller pas mal de trucs. Plutôt que de monter des imprimantes 3D, j'aime bien les démonter pour que j'ai des pièces en trop. Je fais la même chose avec tout ce qui est matériel, électronique, logiciel. Donc j'aime beaucoup ce qui est open source. Et je travaille à temps plein chez Génie Mobile. Donc, c'est une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui est Android et notamment un produit qui s'appelle Genymotion qui vous permet d'avoir n'importe quel type de device Android, donc la version, la taille de l'écran, le nombre de CPU, la mémoire, etc. Vous pouvez même générer des configurations un petit peu exotiques de devices qui seraient difficiles à trouver dans d'autres émulateurs. Et j'y suis ingénieur Lego, donc je prends les briques qui sont développées par d'autres, que ça soit des gens de l'entreprise, le produit Genymotion, ou des produits open source, ou des produits propriétaires, et j'assemble tout ça et je fais en sorte que ça puisse tenir même quand je secoue bien fort. Je suis aussi un des fondateurs du groupe Rennes DevOps, donc n'hésitez pas à venir nous voir si les sujets DevOps vous intéressent. Et si vous avez des choses à présenter, n'hésitez encore moins à venir nous voir, on sera très heureux de vous accueillir. Donc mon pseudo, notez-le bien, il faut me suivre. Voilà, d'habitude je fais 20 minutes sur ma partie. Donc une petite partie d'introduction, qu'est-ce que c'est que l'élasticité ? Donc, dans votre infrastructure, vous avez un ensemble de machines, vous avez un back-end, une base de données, un front-end, et ça tient toute l'année, ça marche bien. Et puis, il y a une actualité qui se passe. Votre patron était dans un salon qui marche bien et vous passez au journal de TF1 dans les 10 premières minutes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes capable d'encaisser cette charge-là ? Est-ce que vous allez être obligé d'être devant vos machines et de surveiller comment ça se passe ? Alors pour l'avoir vécu, en général, la charge, elle arrive et il vaut mieux attendre que ça se passe. Mais quand ça ne marche plus du tout, il faut pouvoir rajouter des machines. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais le reste de l'année, combien est-ce que vous payez quand vous n'avez que 3 utilisateurs ? Et comment est-ce que vous allez gérer le fait d'avoir des gros besoins et des tout petits besoins ? Donc, il y a quelques années, on a eu la virtualisation. Les commerciaux ont réussi à transformer ça en cloud. Comme ça, on pouvait vendre encore plein de services par-dessus. Et on a appelé ça du IaaS, Infrastructure as a Service. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Vous avez une API qui permet de commander une VM et de provisionner tout ce qu'il y a dessus. Je vais faire l'impasse de tous les outils de provisioning qui permettent de rajouter tous les middleware. Et surtout, c'est comment est-ce que vous allez gérer la mise à jour de vos configurations, notamment votre load balancer, votre reverse proxy. Vous pouvez avoir un serveur Nginx, un HAProxy, peu importe, mais tous ces outils-là, ils ont une configuration, un fichier texte avec un format exotique, un format JSON, une API, peu importe. Mais il faut pouvoir lui dire, bah, tiens, ta nouvelle conf, c'est ça, et le recharger. Et tout ça de manière relativement dynamique parce que vous allez rajouter et enlever des machines au fur et à mesure de la vie du projet. Donc quand vous avez le prime time sur TF1, vous allez acheter 300 machines d'un seul coup pour les mettre dans le trafic. Et une demi-heure après, vous allez tout supprimer pour repasser à vos 3 utilisateurs. Alors maintenant, on va parler de la société HashiCorp et qu'est-ce qu'ils font un petit peu plus précisément.
Donc ça a commencé dans les années 2005, quelque chose comme ça. Il y avait, donc à l'époque, c'était Sun Microsystems qui avait sorti VirtualBox, qui permettait d'avoir un émulateur qui tournait sur sa machine. Et Michel Hashimoto, j'espère qu'il n'écoute pas parce que j'ai écorché son nom, il a fait un petit truc super sympa qui s'appelait Vagrant. Donc Vagrant permettait de piloter VirtualBox et vous pouviez définir un fichier YAML Vagrant Up, ça vous provisionnait une infra qui pouvait ressembler à ce que vous aviez en prod. Son petit produit a bien cartonné et en 2012, avec une autre personne dont je ne vais pas écorcher le nom, ils ont fondé HashiCorp, donc Hashi comme Hashimoto, Corporation. Et ils se sont mis à développer des outils entre guillemets DevOps, donc on va détailler un petit peu plus ce qu'ils ont fait. Ils ont une partie open source, donc la grande majorité de leurs produits sont disponibles en open source. Vous avez accès au code, vous pouvez recompiler, vous pouvez faire des issues, des PR, tout ce que vous voulez. Mais ils ont aussi un mode commercial, parce qu'il faut bien faire manger tous ceux qui développent les produits et qui travaillent à temps plein dessus. Donc ils ont une partie support et ils ont des fonctionnalités vraiment avancées sur leurs produits. Notamment Consul, il y a pas mal de fonctionnalités quand vous commencez à avoir des parcs vraiment importants. Donc, dans les différents produits qui sont disponibles chez HashiCorp, ils ont fait en sorte que ça soit des espèces de couches. Donc, vous avez une première couche, c'est Terraform. C'est un outil qui permet de décrire votre infrastructure en termes de machines. Vous allez dire, on va avoir une machine qui va s'appeler Postgre-0x et vous allez pouvoir mettre des variables pour faire vous allez mettre une variable 1, 2, 3, 4 et automatiquement, il va calculer le nombre de machines qu'il faut. Il va pouvoir vous gérer vos entrées DNS et ainsi de suite. Tout ça en pilotant les infrastructures via les API. Donc ça fonctionne avec de l'AWS, du GCP, de l'OVH et ainsi de suite. Le principe, c'est qu'il va parcourir l'infrastructure telle qu'il la voit. Il va comparer avec ce qu'il a en local. Donc il y a un fichier local qui recense tout ce qu'il est censé connaître. Il va vous afficher le delta. Il va vous dire, je vais supprimer telle machine, je vais rajouter telle machine, je vais modifier la configuration. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Et là, c'est parti pour quelques secondes ou quelques minutes pour supprimer, recréer, ainsi de suite. Par-dessus ça, on va rajouter une couche qui s'appelle Vault, qui permet de gérer tout ce qui est secret. Donc des tokens d'authentification à des bases de données, des certificats TLS, et tout ça avec des systèmes de jetons. Vous allez prendre un jeton pour avoir accès, par exemple, je veux accéder à la base de données parce que je suis l'application Trucmuche. Il va créer un utilisateur qui va pouvoir lire, modifier la base de données. Et surtout, il y a un mécanisme de bail où je vais aller dire mais en fait, je suis toujours là. Donc, il va prolonger cet utilisateur. Et au bout d'un moment, quand l'utilisateur va disparaître de la machine, Vault va automatiquement détecter le bail et supprimer l'utilisateur dans la base de données. Après, il y a plein d'autres trucs qui viennent avec. Alors, c'est un outil qui est un petit peu compliqué à prendre en main, mais une fois que vous l'avez mis, ça va vous gérer tous vos problèmes de stocker vos secrets de manière sécurisée. Il y a aussi toute la partie audit, bref. Il y a un autre outil chez HashiCorp qui s'appelle Nomad. Lui, c'est un orchestrateur. Donc, vous avez entendu du Kubernetes, c'était la même chose, mais avant. Ça permet de faire pas mal de choses. Je ne vais pas m'étaler dessus, je connais beaucoup moins. Et vous avez Consul, dont on va parler un petit peu plus. Et je ne vais pas m'étendre maintenant, puisque je vais m'étendre tout de suite. Donc, Consul, c'est un outil qui permet de faire de la découverte de services. Donc, j'ai mon service qui est up, il va mettre l'information dans une base de données qui va être disponible à tout le monde sur le fait que le service est disponible. Le service tombe, il va automatiquement maintenir à jour tous ceux qui s'intéressent à ce service-là, comme quoi le service n'est plus disponible.
Il y a aussi des tests de vie qui va avec la découverte de services. Si le service est up, down, si les performances ne sont pas bonnes, il va aller sortir du trafic, etc. Et tout ça, c'est basé sur une base de données clé-valeur, donc type Redis. Et c'est une base de données qui est totalement distribuée et qui est compatible multi-data center. Donc ça va être en cluster, donc vous pouvez l'installer sur une machine, c'est pas très intéressant, sur 3 machines, sur 5 machines et ainsi de suite. L'idée c'est d'avoir un quorum où il faut qu'il y ait au moins une personne qui puisse départager 2 autres qui vont se battre pour être le dictateur du groupe. Et vous avez les intentions, ça va permettre de segmenter les services. Alors j'ai découvert ça, ils l'ont sorti il y a un petit peu plus de 6 mois, je ne maîtrise pas totalement, mais en gros ça va vous permettre de totalement cloisonner vos services et leur permettre de discuter entre eux de manière sécurisée. Donc s'il y a un agent consul sur une machine qui est totalement isolée du réseau et que le consul sait dialoguer avec le reste, tous les agents consuls vont pouvoir dialoguer avec un des services qui est installé et de manière totalement sécurisée. Et ce qu'il y a de magique, c'est que si vous êtes dans plusieurs data centers, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les flux, des VPN, des trucs, tout va passer dans le canal consul. Et maintenant, consul, comment ça marche ? Alors, vous avez un protocole qui s'appelle GoSif, qui dépend de Cerf ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens ça marche. Et vous avez 2 manières de communiquer. Donc, vous avez du réseau LAN et du réseau WAN. Globalement, vous avez un réseau qui est rapide et privé. Et vous avez un réseau public, mais qui est lent. Donc le réseau WAN va WAN comme WAN, va vous permettre de dialoguer avec tout ce qui est dans un autre data center pour vous permettre de savoir si le data center distant est toujours up. Et tout ce qui est en local, ils vont s'échanger les informations très rapidement pour dire est-ce que je suis up, est-ce que je suis down, et ainsi de suite. Et c'est aussi ce protocole-là qui va gérer sur la partie serveur l'élection du master. Donc là, vous voyez dans le schéma, il y a 3 serveurs dans le data center 1. Si le serveur qui était le leader est cassé pour une raison ou une autre, il est plus joignable sur le réseau, il va y avoir une réélection qui va être faite entre les 2 autres pour qu'il y en ait un nouveau qui devienne le master. Donc, en termes dans les terminologies consul, vous avez les clients. Les clients, c'est ce que vous allez installer sur toutes vos machines. C'est eux qui vont gérer le service de discovery, les tests, d'interroger la base de données clé-valeur. C'est un binaire Go que vous allez poser sur toutes les machines. Alors j'ai oublié de préciser, c'est un binaire qui est écrit en Go et du coup c'est le même binaire que vous allez positionner partout, c'est juste des fichiers de configuration différents. Vous avez les serveurs, donc les serveurs c'est eux qui vont centraliser la donnée, c'est eux qui vont gérer les élections et c'est là où va être stockée toute la valeur importante. Alors que les clients, eux, c'est des bêtes binaires qui vont tourner, ils ne stockent rien dans le local et ils n'ont aucune... Bon, c'est des clients, quoi. Et donc, je vous ai parlé du dictateur. Il faut bien qu'il y en ait un dans tous les serveurs qui soit maître de l'information qui soit garant de la consistance de la base de données. Donc on a une base de données clé-valeur. Si tout le monde peut écrire la même chose en même temps, ça va commencer à foutre le bazar. Donc il y a un leader dans le groupe qui reste un leader élu qui permet de garantir la consistance de tout ça. Et quand on a du mal à élire un leader, on a un serveur un petit peu spécifique qui est le serveur de Bootstrap. Donc c'est celui qui est leader par défaut quand vous allez démarrer votre service. Donc, comment ça se passe concrètement avec de la configuration ? Donc forcément, vous voyez
On va pouvoir mettre la configuration dans des paramètres, donc dans la ligne de commande, dans des fichiers, alors dans un fichier ou dans des fichiers. Donc vous allez pouvoir lui dire tes fichiers de configuration sont dans tel répertoire, il va charger tout le répertoire. Et les fichiers peuvent être soit en JSON, soit en HCL. C'est un format de fichier un petit peu propriétaire de HashiCorp. Ça ressemble globalement à du JSON, mais quand même un peu plus facile à lire. Par contre, beaucoup plus pénible à générer avec des outils de gestion de conf. Maintenant, la relation, la configuration du consul en mode serveur. Donc, vous allez lui mettre server true, trop compliqué. Vous allez lui préciser un data center. Donc, votre data center, il va être global à toute la zone que vous allez gérer. Donc, vous pourriez dire que c'est la zone France, la zone US, et ainsi de suite. Et vous avez un domaine qui, lui, va être global à tous les data centers. Vous allez lui spécifier un répertoire où il va enregistrer toute sa base de données. Donc, c'est la partie à vraiment pas perdre. Et vous allez lui dire, voilà les serveurs auxquels tu vas te connecter quand tu vas joindre le cluster. Donc là, on met les IP, on peut mettre des hostnames, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ça, c'est la partie simple quand vous démarrez un cluster avec 3 nœuds dont vous connaissez déjà les IP. Il y a des modes un petit peu plus compliqués où vous pouvez utiliser l'API d'AWS GCP pour découvrir automatiquement les IP, et ainsi de suite. Et vous avez un paramètre que vous pouvez mettre à true, c'est UI pour l'interface utilisateur. Vous avez un joli killcodrome qui vous permet de visualiser et de modifier l'état de consul. Vous pouvez l'installer à la fois sur les serveurs et à la fois sur les clients. Maintenant, ce que je fais, c'est que je le fais tourner sur l'intégralité du cluster de serveurs. Je mets l'UI à true et j'utilise consul, la partie DNS, pour taper un des nœuds qui est disponible. Et avec la magie du service Discovery, vous en avez toujours un qui est disponible. Ensuite, la partie clé-valeur de consul. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est la partie UI. Donc vous avez le petit bouton key-value sur lequel on va cliquer pour avoir accès à cette partie clé-valeur. On peut créer une clé, donc vous avez le chemin / quelque chose. Et vous avez une zone de texte qui est globalement du JSON. Mais on peut aussi y accéder en ligne de commande. Donc là, je vais faire un consul key-value get hello. La clé n'existe pas encore, donc je vais avoir l'équivalent d'un 404. Je vais faire un consul key-value put hello consul DevOps. La donnée a été enregistrée. Je recharge ma page, je clique sur le /hello et je vois que j'ai bien consul DevOps qui a été mis dedans. Mais j'ai une petite case à cocher, validate JSON, et j'y reviendrai après, parce qu'avant, on va essayer d'interroger en ligne de commande. Donc le consul KV get hello, je peux lire le contenu de cette clé-là. Mais je peux aussi y accéder avec un curl, donc curl 127.0.0.1. Pourquoi 127.0.0.1 ? C'est qu'à partir du moment où vous voulez dialoguer avec la partie HTTP, ce qu'on conseille, c'est de mettre au minimum un agent et de dialoguer en local. Comme ça, toute la partie sécurité va être gérée par consul. Sécurité en termes de flux. Et du coup, quand vous l'interrogez en HTTP, vous avez accès à toutes les données, y compris des données un petit peu plus techniques, comme l'index, les flags, et ainsi de suite. Et donc, j'ai dit qu'on avait une petite case à cocher Validate JSON. Et si je clique dessus, le champ passe en rouge parce que le JSON n'est pas valide.
Donc je vais modifier ma chaîne JSON pour faire en sorte que ça devienne un JSON valide. Je rajoute juste des doubles quotes. Et cette fois-ci, je le fais avec un curl. Donc curl request put data fixed string tatati tatata. Il me dit que c'est true et du coup c'est bon, mon champ il est bien redevenu tout vert. Et bien sûr, là ce qu'on a vu, c'était qu'on pouvait le faire en ligne de commande avec du curl, avec l'interface HTTP. Mais vous avez aussi plein de bindings dans d'autres langages. J'ai déjà utilisé le Python, il doit exister en Ruby, en Java, dans tous les langages que vous voulez. Maintenant, on va définir des services. Donc, j'ai développé une petite application. Là, c'était juste un petit serveur Python qui tient en 3 lignes, qui me permet juste de renvoyer le hostname de la machine sur laquelle ça tourne. Donc, ça écoute sur le port 8080 et il me renvoie un morceau d'HTML avec le hostname de la machine. Donc, je vais définir un fichier de configuration qui va définir ce service-là. Et donc, là, j'ai choisi de le mettre en JSON. On a la définition d'un service. On va lui mettre un nom, ça va être application. On peut lui mettre des tags. Donc là, c'est un tag app parce que c'est mon application. Je peux lui mettre des tags staging, prod, c'est master, slave. On peut mettre tout ce qu'on veut. Un truc important, c'est le port. C'est le port de votre service. Et ce port-là va être utilisé pour la partie Service Discovery. Quand vous allez faire de la configuration automatique, il va détecter automatiquement l'IP de votre machine et il va lui rajouter le port qui est défini là pour mettre dans la configuration. On verra ça un peu plus tard. Et là, j'ai rajouté un check. Donc le check, c'est un check HTTP, mais vous pouvez mettre du script, vous pouvez mettre des checks TCP pour vérifier qu'un port est ouvert et ainsi de suite. Et là, le check TCP, il va faire un curl sur 127.0.1 et il va vérifier que ça renvoie 200. Si ça renvoie autre chose que 200, il va considérer que le service est KO et il va le marquer comme KO dans Consul. Et avec un intervalle de 10 secondes. Donc toutes les 10 secondes, il va aller faire ce check-là et il va vérifier que votre service est bien up. C'est super pratique de mettre un check qui va se faire toutes les 10 secondes. Quand votre service va tomber, instantanément, il va être sorti du trafic. On peut même mettre un check toutes les secondes. Et d'expérience, c'est trop bien, mais alors par contre, ça pourrit les logs. Donc, les logs de vos serveurs, arrangez-vous peut-être pour bypasser cette partie-là. Sauf si vous travaillez chez OVH et que pour vous, le stockage, ce n'est pas un problème. Une fois qu'on a on a redémarré notre agent qui tournait sur le serveur qui fait tourner l'application, on voit que l'application est apparue. Donc là, on voit qu'il y a 2 applications. On a l'application app qui est en rose parce que j'ai cliqué dessus. C'est pas dû à la couleur du t-shirt. Et en vert, c'est tous ceux qui vont être up, mais je n'ai pas encore cliqué dessus pour voir le détail. Donc, sur la partie droite, on voit que le nom de l'application, c'est app. Le tag, c'était app, mais je pourrais avoir tous les autres tags que j'ai définis. On a le nom de la machine, app-01, on a l'IP, et on a 2 tests qui sont passés. On a le premier test, c'est serf else status. Donc ça, c'est l'agent Consul qui tourne bien. Et il arrive à dialoguer avec le reste du cluster. Et vous avez le service app-check qui, lui, il est passing. Donc les 2, ils sont passing, donc ça veut dire qu'il tourne bien. Je peux cliquer sur une autre partie. Donc là, j'ai cliqué sur le nœud. Donc sur le nœud app01. Donc alors si je reviens un tout petit peu en arrière, c'était risqué. Là, on était sur la vue. Et merde. Voilà, je touche plus rien. Là, on était dans la partie service. Et si on clique sur le nom du nœud, on arrive sur la liste des nœuds. Donc là, on a la machine app01 et on a nos 3, on en a même 4,
J'ai 3 consuls, les 01, 02, 03, et un consul client. C'était une machine que j'avais installée à côté pour pouvoir requêter l'état du cluster consul. Et donc la machine app01, je vois qu'elle a un service app qui tourne sur le port 8080, et j'ai l'état des 2 checks, donc le check serf et le check app. Et j'ai aussi accès à d'autres informations. Donc là, on a le résultat du check HTTP. Donc on voit qu'il a fait un HTTP GET tatati tatata. Alors je ne crois pas qu'on ait... Si, on a 200 OK, output, et la page HTML que j'avais faite. Et vous avez en dessous... Je prends un risque? Non. Vous avez aussi des informations sur le temps de latence entre les nœuds, machin. Alors, j'ai pas creusé cette partie-là, mais a priori, c'est pratique pour troubleshooter quand ça marche pas. Alors maintenant, je vais arrêter le service app, sudo service app stop, app stop waiting. Et maintenant, dans la partie service, je vois que sur le nœud, mon service app, sur le nœud app1, j'ai bien mon agent qui tourne toujours, puisque mon service serf est toujours en passing. Par contre, le check HTTP, il est KO. Alors maintenant qu'on a réussi à mettre toute cette partie-là sur l'intégralité du data center, je peux savoir exactement tout ce qui s'y passe. Mais je vais aller regarder et je vais sniffer un petit peu ce qui va passer sur mon réseau. Donc là, j'avais fait une installation avec une patte Internet et un VLAN privé. Là, j'ai regardé ce qui se passait sur le VLAN privé. Et je vois un petit peu du DP traîner. Et puis, quand on creuse un petit peu, on voit plein d'informations en clair. Donc là, j'ai le nom du nœud. Et on peut aller regarder plein d'autres informations qui vont être échangées dans le trafic. C'est quand même pas super cool. Potentiellement, c'est un réseau privé, on pourrait dire qu'on s'en fout, mais c'est quand même une bonne idée de chiffrer tout ça. Donc, comment on va faire? Ouais, c'est pas de bol. C'est tout simple, on utilise la ligne de commande consul keygen qui va nous donner une espèce de clé. Alors, je ne crois pas qu'on puisse mettre des clés beaucoup plus importantes, mais au moins ça va permettre de chiffrer un peu. Et on va rajouter ça dans notre fichier ou répertoire de configuration avec un encrypt, avec la clé qu'il nous a donnée. Alors bien sûr, il faut mettre ça sur l'intégralité du cluster puisque c'est une clé partagée. Et quand on va sniffer, on ne voit plus grand-chose d'intéressant. Donc on a au moins réussi à chiffrer les communications de la partie serf gossip. Et comme ça ne coûte pas cher, c'est cool à faire. Maintenant, du TLS. Pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir mettre du TLS? Là, par exemple, quand je fais mon curl, alors là, c'était en localhost, mais je pourrais aussi le faire sur du distant. Par exemple, je l'avais utilisé, c'est mon Jenkins allait récupérer la liste des nœuds. Et comme je ne voulais pas forcément mettre d'agent consul sur la machine Jenkins, je faisais un curl. Le curl, il passe en clair, donc c'est pas cool non plus. Parce que quand on regarde, on voit plein d'informations aussi. Bon, là, on voit que c'est un content type HTTP. Ouh. Bon, c'est quand même pas cool. Donc, on aime bien rajouter du TLS. Alors, dans ce cas-là, on va générer une autorité de certification, le CA.CRT. On va générer des certificats avec leur clé privée. Alors là, en l'occurrence, pour la démo, je ne me suis pas embêté. J'ai mis la même clé privée sur toutes les machines. Mais vous pouvez générer des clés machine par machine. Et du coup, quand une machine est compromise, vous la révoquez dans l'autorité de certification et vous êtes tranquille. Vous vous souvenez, j'avais parlé de Volt. En fait, c'est cool parce qu'il intègre une PKI. Et ce qui est encore plus cool, c'est que la PKI, par défaut, votre certificat, il va être valide de quelques jours, je crois. Et en fait, vous allez pouvoir dire, régénère-moi un nouveau certificat pour cette machine-là. Il va vous régénérer le certificat à jour, vous allez le réenregistrer, vous allez recharger, et c'est bon. Ils sont bien, HashiCorp. Alors maintenant, des ACL, à quoi ça pourrait servir? Je
fais un curl sur 127.0.0.1, paf. Et donc, il n'y avait rien. Je fais un curl put. Voilà, je suis un hacker, je vais hacker la NSA. Donc, je vois que n'importe qui a accès à l'agent consul va pouvoir mettre n'importe quoi. Donc là, j'ai rajouté une clé, c'est pas grand-chose, mais comme vous avez accès à toutes les clés du cluster, vous allez pouvoir rajouter des nœuds qui n'existent pas. Vous allez pouvoir même mettre des nœuds et leur dire que le nœud, il est bien up, donc ça va foutre un petit peu le brin dans votre infra. Mais vous allez pouvoir aussi enlever tous les nœuds. Et du coup, quand c'est pile poil au moment où vous êtes sur TF1, vous n'avez plus de nœuds, vous avez acheté des machines, vous ne pouvez même pas vous en servir, c'est dommage. Mais je peux aussi supprimer des clés, bon, bah, bref. Donc on va vouloir sécuriser un petit peu plus cette partie-là aussi. Donc toujours dans l'UI, on a une petite partie ACL et par défaut, quand on va cliquer dessus, il va nous dire que les ACL sont désactivés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les activer? On va faire un UID gen pour récupérer un UID. Et on va rajouter dans la configuration, alors on peut forcer une version de protocole. Pour ces tests-là, je l'avais forcé en version 8. On va lui dire dans quel data center on va appliquer les ACL. On va lui donner un token pour le master. Et on va mettre des politiques d'ACL par défaut. Donc ça, c'est les politiques par défaut. Ça va être celles qui vont être appliquées quand on n'arrive pas à joindre le serveur pour récupérer une information. Donc si le serveur est up, on va appliquer l'ACL qui va correspondre au token. Si on n'arrive pas à joindre le serveur, par défaut, il va mettre du deny. Alors, non, il y a le default, c'est la ACL par défaut, et le down policy, c'est au cas où on ne peut pas joindre l'autre. Pardon. J'étais assez clair? Oui, non? Et pour gérer ces ACL, on va en avoir plusieurs types. La première, c'est le master. C'est le root. Celui-là, c'est celui qu'on a généré avec l'UID gen. Si vous avez ce token-là, vous pouvez tout faire. Donc c'est le token que vous allez mettre uniquement sur les serveurs. Et il vaut mieux éviter de le mettre ailleurs. Vous avez des ACL clients, et ces ACL-là, vous allez leur rajouter une politique de sécurité. On y reviendra un petit peu. Voilà. Et donc cette politique, c'est hollow ou deny sur des clés qui vont correspondre à des services ou des clés valeurs. Donc sur quoi? Donc les agents, les services, des clés, et ainsi de suite. Et vous avez un token, entre guillemets, Anonymous. Donc celui-là, il n'a pas d'UID, mais vous allez pouvoir lui rajouter une policy. Par exemple, pour tout ce qui est service discovery public, j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi un service de DNS. Donc Consul, je ne sais plus sur quel port, mais il va pouvoir répondre à des requêtes DNS. Un DNS privé, c'est un petit peu bête. Donc, en gros, on va lui dire, dans cette clé Anonymous, on va lui dire qu'il va pouvoir aller lire en holo tous les services. Comme ça, le DNS va pouvoir répondre sur l'intégralité des services et dire, voilà la liste des IP, je crois qu'on peut même aller récupérer les ports, des trucs comme ça. Et du coup, ça donne quoi? C'est, on voit dans les... Alors ça, c'est les logs. Donc sur mon consul 01, il y a un... En plus, c'est lui-même, c'est un peu con. Il a un permission deny sur /v1 agent self. Alors une fois que vous avez mis les paramètres de configuration pour mettre les ACL, vous avez mis l'ACL master et en fait, vous avez cassé votre cluster. C'est un peu bête. Et du coup, il n'arrive pas non plus à mettre à jour les coordonnées de l'agent. Et oh bah tiens, là, cette fois-ci, on est bloqué par les ACL. C'est vraiment bête. Et quand je vais faire un consul member, j'ai plus personne. Et quand je vais faire un consul info, et là, il va me dire permission denied. Alors là, en fait, on a plusieurs problèmes et on va regarder comment les résoudre.
Le premier, c'est qu'on va aller dans les ACL et on va cliquer dans Settings, la petite roue crantée en haut à droite, et là, on va mettre le token qu'on avait généré au tout début, le token ACL Master. Donc, c'est exactement le même UID. Je vais faire Close, et quand je retourne dans ACL, là, cette fois-ci, j'ai bien les 2 tokens qui sont générés par défaut. Donc, l'Anonymous token, qui, lui, n'a pas d'UID, sur lequel je vais pouvoir rajouter les policies, et le Master token, qui, lui, a accès à tout, mais je peux retrouver son UID. À partir de cette interface-là, vous allez pouvoir aussi générer d'autres master tokens. Par exemple, ça pourrait être une bonne idée de générer des master tokens qui sont uniques par serveur. Si un serveur est corrompu, on supprime la clé pour que celui qui va récupérer le token master ne puisse plus rien faire avec. Donc là, je vais faire une nouvelle ACL qui s'appelle Agent Token. Je vais dire que c'est une ACL du type client et je vais lui dire que les nœuds avec n'importe quelle clé, la policy, je vais pouvoir écrire. Donc en gros, tous les nœuds vont pouvoir écrire les informations sur l'intégralité des nœuds. La bonne pratique, ça serait de mettre une politique pour qu'ils puissent écrire les informations sur eux-mêmes, mais là, c'était pour aller plus vite. Et pour les services, tout le monde peut lire les informations de tout le monde. Alors ça aussi, c'est une autre chose qui est importante, c'est quand on met une politique sur la partie Anonymous et une politique sur un client, il ne va pas surcharger les deux. C'est soit vous êtes anonyme, soit vous êtes client, mais vous ne pouvez pas être les deux. Ça, c'est le truc très bête, j'ai perdu un petit peu de temps. L'Anonymous pouvait faire des trucs et je rajoute d'autres trucs aux clients. Mes clients ne pouvaient pas faire ce que pouvait faire l'anonyme. C'était un peu bête. Et je vais cliquer sur Create. Ça va me créer le token et vous voyez, il apparaît automatiquement en rose parce qu'il est sélectionné avec son UID dans la partie gauche. Vous pouvez mettre à jour l'ACL, sa description et ainsi de suite. Et du coup, quand je veux configurer ça, dans mon fichier avec la partie, donc j'ai mis un grep ACL token, on retrouve bien notre ACL master token en bas, parce que là c'était sur le serveur, mais j'ai aussi un ACL agent token. Donc ça, c'est celui que je viens juste de générer. Et donc maintenant, quand je fais consul members, c'est toujours vide, et le consul info, il est toujours en permission denied. Zut. Qu'est-ce que j'ai oublié? En fait, là, j'étais en tant qu'utilisateur et quand j'ai lancé mes commandes, j'étais en Anonymous. Donc, en ligne de commande, je vais rajouter la variable d'environnement consul HTTP token. Donc là, on peut mettre le master ou l'agent, peu importe. Et si je fais consul members, là, cette fois-ci, j'ai bien la liste de tous mes nœuds qui sont disponibles. On va voir ceux qui sont live, ceux qui sont dead, et ainsi de suite. Et donc, j'avais configuré l'ACL Agent Token, puisque normalement, je n'ai pas besoin de plus. Et maintenant, quand je fais consul info, je me rends compte que je n'ai toujours pas les droits pour aller regarder cette information-là. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre le consul HTTP token qui va correspondre à celui du master. Donc, si vous êtes agent, vous pouvez lister les nœuds qui sont dans le cluster, mais vous ne pouvez pas voir les informations sur le cluster en lui-même. Donc là, en l'occurrence, sur cette machine-là, l'agent n'a pas de check, n'a pas de service. Par contre, la machine est leader et on récupère son adresse IP, son port, et c'est bien un serveur. Et il y a plein d'informations, mais vu la vidéoprojection qu'on a, j'ai été obligé de tronquer. Et maintenant, je veux mettre à jour mon application HAProxy de manière dynamique. Je rajoute une application, j'enlève une application, et ce que je veux, c'est pas toucher à mon HAProxy, que tout se fasse en dynamique. Donc j'ai mon application 1 qui répond sur cette IP-là, et ça me renvoie à PP1. Donc en gros, j'ai une configuration HAProxy assez classique. La partie qui nous intéresse, c'est le back-end à la fin, mon back-end app avec le serveur app1, son IP, son port, avec un check intervalle de 1 seconde.
Alors je suis parano, j'aime bien mettre des checks dans tous les sens parce que j'héberge chez OVH, donc je m'en fous du stockage. Quand je vais voir ma page de statistiques, parce que je l'avais configurée avec mon super mot de passe sécurisé des mots passe, si je me connecte sur cette page-là, je vois en temps réel l'état de mon front-end avec combien d'utilisateurs sont dessus, mais surtout le back-end app avec la liste des serveurs qui sont dans ce back-end-là. Donc on voit bien mon back-end app1. Sauf que je n'ai pas envie de le mettre à jour à la main. J'ai un outil de gestion de conf, mais il ne tourne pas forcément toutes les secondes. Et puis surtout, je ne vais pas le lancer à chaque fois qu'une VM va tomber. Donc je vais pouvoir rendre ce truc-là dynamique. Il y a un autre truc qui s'appelle Consul Template. C'est un truc écrit en Go aussi. C'est développé par HashiCorp. Ça utilise un langage de template qui est celui de Go. Et lui, en fait, il va surveiller la configuration. Donc, comment ça se passe? On commence par faire un fichier de template pour HAProxy. Donc, j'ai mis que la partie back-end. Et je vais lui dire, tu vas me prendre la liste des services qui sont dans app. Et tu vas en gros, la boucle for, c'est range, service, l'étiquette. Ça se termine par end. Et entre les deux, il va itérer sur autant de nœuds qu'il aura dans la partie service. Et à chaque fois qu'il va trouver un nœud, il va créer une ligne serveur. Il va mettre .node, donc c'est le nom du nœud. Donc moi, ça va être app-01. Adresse, ça va être son adresse IP. .port, ça va être le port du service. C'est pour ça que c'est important de le définir dans le service avec un check intervalle d'1 seconde. Et on termine la boucle. Alors, vous êtes coutumier de ces langages de template. Le tiret juste après les moustaches, c'est pour ne pas mettre la ligne. Donc, quand il va me générer avec 5 serveurs, je vais me retrouver avec mode HTTP et une ligne par serveur. Et il n'y aura pas une ligne entre les deux, et ainsi de suite. Je vais démarrer ce truc-là. Alors là, cette fois-ci, je l'ai mis en mode dry, once. Donc dry, c'est dry run, il ne va rien faire. Once, il va le faire une fois. Et je vais lui passer en paramètre le template, donc etc haproxy.cfg.ctmpl 2.out. Donc ça va vous permettre de débugger. C'est quand vous voulez modifier le template. Donc vous allez le mettre dans le /tmp ou ailleurs parce que sinon il va quand même mettre à jour avec votre nouveau template. Mais vous allez pouvoir le relancer plein de fois et voir les modifications dans votre template. Et s'il y a des erreurs, il va vous les afficher là-dedans. Donc là, c'est pas très marrant parce qu'on n'a qu'un seul serveur, mais on voit qu'au moins c'est ISO par rapport à ce qu'on avait avant. Et on va générer un fichier init parce que j'avais utilisé une vieille Ubuntu et puis c'était encore init. Donc du coup, j'ai mis consul-template.conf et pour le lancer, c'est un exec, usr local bin consul template. Donc ça, c'est le binaire Go. Template, on retrouve à peu près la syntaxe qu'on avait au-dessus. La seule différence, c'est après le 2 points, je vais lui préciser une destination. Donc etc haproxy.cfg 2 points. Et là, c'est un argument qui est facultatif, mais qui est bien pratique pour moi, c'est que je vais faire un service HAProxy reload. Si j'avais sécurisé, j'aurais mis mon consul template dans un utilisateur non root et j'aurais mis un sudo service machin reload. Mais c'est une démo, donc on s'en fout. Et voilà. Du coup, maintenant, quand j'ai X machines dans mon consul, je regarde l'état de mon HAProxy et voilà, ça y est, j'ai bien plein de machines qui sont dans le HAProxy de manière dynamique. Et à chaque fois que je vais recharger ma page, je vais tomber sur un serveur différent puisqu'il va faire du round robin, du machin, enfin, suivant ce que vous avez mis en utilisation de backend. Alors, j'ai pas fait la démo là, et puis la dernière fois que j'ai essayé de le faire en live, ça a forcément foiré. Et puis en plus, l'accès Internet ici, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais vous imaginez bien que quand je vais supprimer mes VM, il va les enlever au fur et à mesure. Quand je vais les rajouter, elles vont apparaître magiquement.
Alors, quand je dis je vais les supprimer, elles vont disparaître magiquement. Alors, oui, elles vont disparaître magiquement. Par contre, pour vos utilisateurs, ça va quand même pas être super, super sympa parce que elles vont disparaître du service. Alors, achat proxy, j'avais mis un check de 1 seconde et consul, j'avais mis un check de 10 secondes. Donc, normalement, le achat proxy va le sortir au-delà, après 1 seconde, pardon, et consul va l'enlever au bout de 10 secondes. Donc, si j'ai de la chance, c'est pile poil juste avant que j'ai supprimé la VM. Si j'ai pas de chance, ça sera 9 secondes après. Donc potentiellement, je vais avoir des clients qui ne seront pas contents. Mais si c'est moi qui supprime le serveur, ce que je vais être malin, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le service consul, je vais lui dire « arrête-toi ». Au moment où il va s'arrêter, il va se sortir du cluster consul. Donc comme ça, il apparaîtra plus jamais dans la liste des agents. Et il va sortir le service et consul template. Alors ça, c'est vrai, j'en ai pas trop parlé non plus, mais consul template va surveiller l'intégralité de ce qu'il y a dans le template. Donc il va surveiller le service app, il va surveiller les nœuds, les adresses, les ports, et s'il y a quoi que ce soit qui change là-dedans, il va automatiquement régénérer le fichier de configuration et redémarrer HAProxy. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit délai sur cette partie-là aussi, parce que vous supprimez 50 machines dans un batch, recharge. Pas cool non plus. Et quand on l'a mis en prod, alors c'était pas chez Genie, c'était dans une autre boîte, dans ma boîte précédente, chez Cozy. Vous pourrez embêter Sébastien et lui poser plein de questions sur les problèmes qu'il a aujourd'hui. Et en fait, quand on faisait les mises à jour, ce qu'on faisait, c'est que dans la définition du service, avant d'arrêter le service, on passait le service dans Consul en mode maintenance, et après, on arrêtait le service en lui-même, ce qui donnait le temps au HAProxy de détecter le changement par Consul template, de mettre à jour la conf du HAProxy, de sortir les machines du trafic, et après on faisait un graceful stop de l'applicatif. Et on est passé à chaque fois qu'on faisait une mise en prod, le monitoring clignotait et on avait des utilisateurs qui se plaignaient un petit peu, à une mise en prod totalement transparente pour le monitoring, pour les utilisateurs. Bon, le bon côté des choses, c'est qu'on est passé de 2 minutes à 20 minutes. Mais bon, on ne peut pas gagner sur tous les plans. On en arrive à la conclusion. Donc, ça n'a rien à voir, mais avant, j'aimais beaucoup systemd. Et puis après, j'ai découvert Upstart, parce que du coup, il a fallu que je prépare les slides, donc je vous avais mis des exemples. Et ben, j'aime encore plus systemd. Donc, vous pourrez troller comme vous voulez, mais Upstart, c'est pire que systemd. Et sinon, plus sérieusement, Consul permet de simplifier l'élasticité dans votre plateforme parce que vous n'êtes plus dépendant d'outils extérieurs comme des outils de gestion de configuration, que ça soit Ansible, Consul, Chef, non pas Consul, SalStack, Chef ou autre. Là, votre infrastructure d'elle-même va gérer son élasticité. Et potentiellement, vous allez peut-être rajouter quelques problèmes que vous n'aviez pas avant. Mais bon. Et ça, du coup, on a des questions et j'essaierai d'avoir des réponses pour les problèmes qu'on pourrait avoir. Est-ce que tu vois l'intérêt d'utiliser Consul dans un cluster Kubernetes et est-ce que tu as déjà fait? Alors, je ne connais pas suffisamment Kubernetes pour pouvoir totalement y répondre, mais je vois beaucoup Consul utilisé dans des environnements Docker ou autres, puisque ça permet quand même de gérer la partie service discovery. Donc, c'est dans Kubernetes, on peut mettre
comment il s'appelle, du Traffic. Traffic, par exemple, il a la possibilité de se connecter à un back-end, entre guillemets, Consul. Donc, automatiquement, il va créer les back-ends qui vont être liés aux différents services qui sont définis dans Consul, et il va les rajouter, les enlever à la volée. Après, je ne suis pas suffisamment au point sur la partie Kubernetes pour répondre, mais je sais aussi que Consul travaille énormément sur la partie Kubernetes pour faire l'intégration de Consul dans des environnements Kubernetes. Une autre question piège? Il manque la partie Docker Swarm. Donc, alors, typiquement, j'ai essayé de mettre un Docker Swarm avec du Consul aussi, et on retombe toujours sur le même problème, c'est qu'il faut aussi pouvoir faire tourner le Consul dans le même environnement, entre guillemets, que le binaire lui-même qu'il va surveiller. Donc, je suis encore en train de faire des essais sur cette partie-là. J'avais plutôt l'habitude de faire des machines à l'ancienne. Alors là, Sylvain va m'interdire de troller sur Docker, mais j'avais plutôt l'habitude d'avoir des VM ou des machines physiques et de gérer le service Discovery avec Consul, puisque je n'avais pas de service Discovery autre. Merci d'abord pour la présentation. Je voulais juste savoir, quand tu mets ton service en mode maintenance, et j'imagine en fait le balancer derrière, ça va continuer à envoyer des requêtes. Et il faut que le HA proxy a les informations que le service est passé en maintenance. Comme ça, en fait, il va arrêter à envoyer les requêtes. Toi, comment tu gères ça en fait? Comment tu gères le delta de temps entre... comment tu gères le delta entre la mise du service en maintenance et la détection de la nouvelle configuration par HA proxy dans ton serveur Consul? Alors, je n'ai pas entendu toute la question, mais si j'ai bien compris, c'est comment est-ce que je gère le moment où le serveur va s'arrêter et le moment où je vais le sortir du trafic? Je dirais le service, oui. Alors justement, c'est ce que j'expliquais. Ce qu'on avait mis en place, on avait systemd, mais on doit pouvoir le faire avec d'autres gestions de services. Avant d'arrêter le binaire, le service, avant de faire un stop ou un kill, on lançait une commande qui était consul maint-enable, le nom du service. D'accord. Et là, ça passait le service en mode maintenance. Et Consul Template est assez bien foutu parce que tous les services qui sont en maintenance, il va les sortir automatiquement du trafic. D'accord. Et en gros, on rajoutait un slip 10 juste après la commande. Et ça laissait le temps au HA proxy de sortir la machine du trafic. Et après, on faisait un graceful stop. Alors, ça, on peut le faire parce que HA proxy, quand on lui dit de recharger sa configuration, il garde un ancien thread avec les sockets TCP qui sont toujours ouverts. Et le nouveau accepte les connexions pour toutes les nouvelles connexions. Il va les envoyer sur les nœuds qui sont toujours qui sont déclarés comme actifs. Mais du coup, comme on fait un graceful stop, les connexions ne sont pas coupées brutalement. Donc, si on a un utilisateur qui télécharge un fichier de 10 gigas avec un accès 3G, alors là, par contre, la mise en prod, elle va durer longtemps parce que la connexion va rester sur le socket de l'ancien HA proxy. C'était la question? Oui, c'était la question. Merci. Oui, du coup, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu sais quel est le back-end de stockage qui est utilisé par Consul? C'est un truc propriétaire à eux ou ils utilisent un back-end de stockage standard? C'est un back-end de stockage à eux. Par contre, c'est intéressant comme question, c'est aussi souvent utilisé comme back-end de stockage. Pour Vault, par exemple? Pardon? Pour Vault, par exemple? Alors pour Vault, par exemple, c'est le back-end de storage conseillé puisqu'il est considéré comme achat. Mais dans les premières versions de Docker Swarm, tu pouvais utiliser Consul ou etcd comme back-end de stockage. Et Traffic peut utiliser aussi Consul comme back-end de stockage pour stocker tous les certificats TLS.
parce qu'on a mis un trafic sur plusieurs machines avec du Let's Encrypt automatique. C'est génial, sauf que quand on redémarre, il va régénérer tous les certificats Let's Encrypt. Et Consul permet à Traffic de sauvegarder ces trucs. Donc là, j'ai parlé surtout de la partie Service Discovery, mais Consul permet de faire beaucoup plus de trucs. Parce que je n'avais pas de Vault au moment où je l'ai fait. Mais c'est une excellente remarque aussi, c'est pourquoi pas directement dans Vault, puisque c'est un truc secret. Bon, en même temps, c'est du Let's Encrypt, donc c'est valable pendant 3 jours, ou un peu plus. Il y a un truc, je me rends compte que j'ai oublié de le mettre aussi dans les slides, et c'est un truc sur lequel j'avais énormément galéré, c'est quand vous définissez votre service, n'oubliez pas de lui mettre un token qui a le droit de se mettre à jour, parce que en fait, la définition du service utilise son propre token. Donc j'ai passé une semaine là-dessus, je me suis arraché les cheveux, je suis parti en vacances 15 jours, et quand je suis revenu, j'ai trouvé la solution. Voilà, merci beaucoup. La tablette est toute rouge, je dois laisser la main. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions plus tard. Et n'oubliez pas qu'il y a un endroit où poser des gommettes à la sortie pour dire ce que vous avez donné du feedback sur le talk. Merci Sylvain.